Merci de votre patience. Soyez les bienvenus pour cette table ronde autour de l'art-thérapie et les maladies rares. Nous sommes une heure ensemble avec 6 invités qu'on va vous présenter au fur et à mesure de leur première prise de parole. À mes côtés pour la co-animation de cette table ronde, je prie d'accueillir le docteur Myriel Farah, spécialiste en médecine interne. Vous animez des ateliers en éducation thérapeutique pour accompagner les patients atteints de maladies auto-immunes. Vous intervenez quand vous voulez, vous complétez les propos de nos invités avec votre point de vue de docteur, de médecin. C'est quand vous voulez. Alors on a un seul micro, mais je pense que voilà, soit on se le passe, soit ça devrait suffire. Soit micro. D'ailleurs, ça nous peut-être mieux comme ça. C'est mieux avec le micro quand même. Très bien. Donc soyez les bienvenus. On va commencer avec vous, Perrine Maline. Vous avez 42 ans. Vous avez l'art a toujours fait partie de votre vie. Vous avez été formé à l'art-thérapie depuis 2006. Vous avez un diplôme universitaire dans la discipline. Vous êtes donc art-thérapeute. L'art-thérapie, ça comprend les arts plastiques, l'écriture, le corps et la voix. Vous êtes également hypnothérapeute certifié. Vous accompagnez aussi les patients en soins palliatifs et dans la traversée du deuil. On va commencer tranquillement avec vous par une définition. La définition, qu'est-ce que l'art-thérapie en quelques mots? Vous pouvez vous retourner d'abord sur l'écran, sur votre droite. Définition de l'art-thérapie, Perrine. Oui, tout à fait. Bonjour à vous. Alors, c'est allumé? C'est allumé là? Oui. Bonjour à tous, merci d'être là. Voilà, pour une journée particulière autour de l'art et l'art-thérapie pour les personnes touchées par la maladie rare. L'art-thérapie, c'est donc l'exploitation du potentiel artistique dans une visée humaniste et thérapeutique, une définition selon l'Afratapem, qui est l'école d'art-thérapie de Tours, de laquelle je suis formée. On parle d'une approche globale qui entend les émotions, qui entend le confort corporel, qui entend également le côté cognitif. Voilà, tout ce qui fait de nous que l'on est nous, est complémentaire aux différentes thérapeutiques médicales et paramédicales. L'art thérapeute peut tout à fait faire partie d'une équipe paramédicale dans un système hospitalier, par exemple, dans un cadre de confidentialité et de bienveillance. En art-thérapie, on parle de veiller au bien de soi et de veiller au bien du groupe. Voilà pour cette définition avec les mots en gras qui sont effectivement importants. On va commencer ensemble une séance d'art-thérapie. Comment ça démarre une séance? Alors l'idée n'est pas de commencer une séance d'art-thérapie. L'idée est de vous proposer une manière de, voilà, comment ça pourrait démarrer, comment ça peut démarrer. Alors, je cherche la diapo. Ah, c'est pas moi. C'est le gros bouton vers l'avant. Ouais. Voilà. Oh, je laisse faire. Merci. Voilà. Par exemple, pour démarrer une séance d'art-thérapie, parfois c'est compliqué de venir se questionner, de savoir un petit peu comment on se sent. Voilà, ma proposition, qui est celle d'aujourd'hui et qui est celle assez fréquente en atelier ou en rencontre en art-thérapie, c'est en photo-expression. C'est l'idée de regarder, voilà, avec toutes ces photos, l'écran n'est pas très très grand, mais on va essayer de cligner des yeux pour voir un petit peu, sur l'écran des photos, des images, des cartes postales, des éléments. Et l'idée, c'est de regarder, tiens, est-ce qu'il y a une photo qui me parle un petit peu plus de, tiens, comment je me sens ici et maintenant? Alors moi, si je réponds à cette question, eh bien, j'aurais envie de dire, je me sens peut-être comme le nuage à gauche de l'écran, le nuage en forme de cœur. L'idée est de, voilà, que j'aime mon travail profondément. L'art-thérapie, voilà, fait partie de ma vie depuis longtemps et je fais ce travail avec tout ce que je suis et tout ce que j'aime aussi partager. Et vous, s'il y a une image qui vous parle, qui vous cause de comment aujourd'hui vous vous sentez ici et maintenant, par exemple, qu'est-ce que... Myriam, du coup, allez. Choisis. Alors, je choisirais spontanément. Alors, je trouve que ce qui est intéressant dans la photo-expression ou photo-langage, c'est de choisir un peu spontanément ce qui vous parle, qui vient un peu dans l'immédiat. Moi, spontanément, je choisirais la porte, celle qui est au milieu, déjà parce que je trouve qu'elle est
très grande porte, elle est très belle, et puis je me dis, c'est une ouverture, c'est l'idée de s'ouvrir. Vous voyez, là, on va se confier quand même, on va confier un peu tout ce qu'on est, dans notre histoire personnelle, dans notre vécu, dans nos expériences, et donc on va ouvrir finalement la porte, et peut-être que vous allez être pris, vous aussi, dans cette idée d'ouverture, de découvrir quelque chose. C'est un petit peu d'ailleurs le message là, que j'aurai après ce que Perrine va nous révéler, l'idée de se dire que finalement, vous voyez, on se dit on va faire de l'art-thérapie, c'est presque un trop grand mot à nouveau. On se dit oh là là, faire de l'art, enfin on n'est peut-être pas bon en dessin, ou j'étais nulle en art plastique par exemple, enfin vous voyez, donc on se dit mais comment est-ce que je vais m'en sortir, et l'idée c'est peut-être se dire qu'on va engager quelque chose, on va démarrer, initier un mouvement, et garder en tête que c'est dans une visée de thérapie pour soi, c'est-à-dire qu'on le fait voilà, pour mieux se connaître soi-même. C'est parfois un très grand travail, je pense que toutes les personnes autour de la table vont en témoigner, mais voilà, donc spontanément cette porte qui ouvre à plein de choses. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer à l'exercice dans la salle? Les personnes peut-être qui sont plus proches de l'écran, n'hésitez pas à prendre la parole, lever la main pour suivre ce que et alors, si on disait, nous ont proposé. Et si on se disait qu'on est dans un atelier, l'idée dans un atelier, c'est que tout ce qui est dit ici restera ici. C'est-à-dire que le but, c'est ben voilà, de se confier, de ramener quelque chose, de se soutenir pendant un moment, et puis de repartir quelque part en laissant ce qui a été dit dans cette salle. Donc vous voyez, quelque part, c'est pas comme à l'école où on se dit oulala. On va laisser quelqu'un s'exprimer. Oui, madame. Galet, je ne sais pas si oui. vous voyez Ouais. le petit granit de galet, je serais le petit galet qui est là en équilibre, mais pas trop, un peu en déséquilibre, et qui cherche son ancrage. Qui cherche son ancrage, le petit galet qui cherche son ancrage. Merci. Voilà, pour notre personne peut-être. Non, c'est la main ouverte. Oui. La main qui est ouverte. Oui. Le corps, c'est sombre, mais elle est ouverte. Bon. C'est cette ouverture qui se met là. Ouais. Voilà. À partir de ce photolangage, c'est un point de démarrage pour initier quelque chose dans une démarche, comme on disait tout à l'heure, de mobilité, de mobiliser des ressources, de mobiliser un savoir, de mobiliser un savoir-faire. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner en art-thérapie, il n'y a pas besoin de savoir chanter ni danser. Il y a simplement besoin d'être là, d'être présent et connecté à ce qu'on est à l'intérieur de soi pour aller chercher une ressource, par exemple. Très bien, voilà pour ces premières secondes d'atelier. On va évidemment pas faire une séance complète, mais les grandes étapes d'une séance. Les grandes étapes. Alors, un point météo, comme on vient de le faire là par exemple, il y a plein d'autres manières de faire. Ensuite, un thème sur la séance, en fonction aussi du besoin des patients, du patient ou des patients, voilà, en fonction de l'individuel du groupe. Une construction avec un début, une fin, une auto-évaluation. Important, l'auto-évaluation, on va en parler après, une auto-évaluation de ce qui se passe dans ma tête, comment le flot de mes pensées se voyage, comment le flot de mes pensées se trouve aussi en fin d'atelier. On va parler donc des pensées, on va parler du confort corporel, là où se trouve le confort dans mon corps et l'inconfort, là où se trouve le confort et l'inconfort en fin d'atelier également. Voilà, donc une espèce d'évaluation pour aussi sentir qu'est-ce qui a bougé en soi, qu'est-ce qui est mobilisé, quelle est la ressource qui permet d'avancer, de faire un petit pas, ne serait-ce qu'un tout petit pas, mais c'est déjà quelque chose. Voilà, avec commentaire sur ce qui est affiché là, on voit l'écriture manuelle des patients, on écrit soi-même ce qu'on ressent, c'est ça l'idée? Oui, tout à fait. Avec, voilà, on peut être aidé d'un photo-expression également. Voilà. Une patiente disait, voilà, je me sens fatiguée en début d'atelier, en fin d'atelier, je me sens libre, détachée de mes douleurs. Voilà. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est plus là, on va parler de confort et d'inconfort, ça veut dire que la douleur ne prend peut-être plus toute la place, par exemple. On va parler des objectifs maintenant d'une séance, on fait un petit peu un zoom arrière. Alors, zoom arrière.
Alors ici, là pas tout à fait les objectifs, c'est un petit carnet que je donne à chaque patient en début de programme d'art-thérapie. C'est l'idée en fait, quand il y a une petite idée qui vient, l'idée de l'écrire, de la poser sur le papier, ça permet voilà, de la laisser de côté, de la garder, parce que après ça va assez vite dans l'art-thérapie, on est dans la production d'écrits, dans la production de couleurs, de matière, de voix, et voilà, c'est l'idée de laisser quelque part une petite trace et de pouvoir y revenir un petit peu plus tard. Avec plusieurs thèmes abordés dans une séance. Vous abordez divers thèmes. Oui. Les citer. Oui, tout à fait. On peut travailler le corps, où est le confort corporel, où se trouve aussi l'inconfort et comment soutenir le confort, la zone confortable et peut-être de venir soutenir avec une ressource. Donc il y a un autre atelier qui s'appelle aussi les ressources autour des saveurs. Et dans les saveurs, on parle aussi des 5 sens, de la sensorialité. Voilà, quand je vois quelque chose qui me plaît, tiens, ça me fait penser à quelque chose. On va aussi parler du souvenir agréable et de pouvoir l'ancrer en couleur, en matière, en mots, en voix, en mouvement, par exemple. Et alors là, on a parlé d'une séance sur un calendrier annuel ou semestriel. Combien de temps dure une séance? Combien il y en a de séances? Comment ça se passe? Ça peut être très très varié. En individuel, on est sur 1h, 1h15 de séance. En groupe, on va être, en tout cas ici au sein de la plateforme des maladies rares, sur des journées complètes. On va être sur du 10h, 15h avec une petite pause le midi. Qui passe très vite quand même. Il paraît. Oui, ça passe très vite. Voilà. Et c'est l'idée voilà, de prendre le temps, de se poser, de déposer certaines choses et de venir se ressourcer. L'art-thérapie, c'est quelque chose qui, normalement, fait du bien. Peut-être qu'on aura des témoignages aussi dans ce sens, mais voilà, c'est l'idée de prendre plaisir, de retrouver plaisir, de travailler la volonté également, de vouloir avancer. Des séances donc toute une journée, puis une séance par mois pendant 6 mois. C'est ça, sur un programme en éducation thérapeutique, on est sur ce timing. Docteur, vous pouvez compléter sur les difficultés rencontrées par les patients. Oui, peut-être insister sur l'idée qu'effectivement, l'art, là, va être vu, enfin, ces séances d'art-thérapie vont être vues comme l'occasion, finalement, je pense, d'initier quelque chose, d'initier une mise en mouvement. Alors, pourquoi je trouve que c'est intéressant? Parce que on n'est pas dans une thérapie comme on pourrait l'être classiquement, entre guillemets, dans l'idée qu'on se fait d'aller, par exemple, chez une psychologue, où on va peut-être débriefer des événements liés à l'histoire personnelle, etc. On est vraiment dans quelque chose de plus spontané, de plus immédiat. Et le rapport, je trouve, le parallèle qu'on peut faire dans les maladies rares, ce que ça peut apporter, je pense, en tout cas en tant que médecin, ce que je vois par rapport à l'historique des patients, c'est qu'il y a quand même des spécificités dans les maladies rares. C'est-à-dire que dans les grandes difficultés rencontrées par les patients, si vous êtes atteint de maladies rares ici, vous les connaissez mieux que moi, on a l'errance diagnostique qui est quand même un temps très spécifique qui peut être malheureusement extrêmement long, parfois de plusieurs années, de ne pas savoir ce que l'on a. Et donc ça, on sait que de ne pas savoir, eh ben, ça va petit à petit, du coup, entamer un petit peu l'estime que l'on se fait de soi-même, le sentiment d'auto-efficacité. Alors ça porte son nom, l'auto-efficacité, c'est l'idée d'être efficace, du coup de mener à bien des projets. Et finalement, voilà, on a des douleurs, on a des symptômes spécifiques qui sont souvent mal reconnus par les proches, par soi-même, comme par exemple la fatigue. Les patients disent souvent, moi je suis très dynamique, voilà, la maladie est arrivée, les maladies généralement, quelles qu'elles soient, alors moi je travaille dans les maladies auto-immunes, la fatigue reste un des principaux symptômes. Et donc je trouve que là, l'idée de l'art-thérapie, c'est de se dire, voilà, tiens, je vais initier un mouvement, et puis je vais quelque part, malgré tout, toujours me le prouver à moi-même, vous voyez. Moi j'y suis allée ce mardi, comme je vous disais, je suis nulle en art-thérapie, et pourtant j'ai pris en photo ce que j'ai fait, je l'ai montré à mon mari, je l'ai montré à mes parents, ma mère a rigolé parce qu'elle m'a dit, tiens, c'est bien différent de quand tu faisais art plastique, mais c'est parce que mine de rien, j'ai travaillé sur une thématique, et c'était assez étonnant, c'est rentré un peu en résonance avec pas mal de choses. On a travaillé sur le corps, et voilà, il s'est passé pour moi plein de choses ces dernières années par rapport au corps et à mon vécu, et du coup, je me suis dit, tiens, voilà, je prends un temps pour me poser, pour en fait synthétiser tout ce qui s'est passé, et voilà, c'est l'idée de cette initiation de quelque chose qui est assez étonnant, parce que Perrine n'est pas une thérapeute comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire qu'elle nous laisse en fait bosser un peu par nous-mêmes, en fait, c'est presque nous qui faisons le travail, elle nous accompagne tout doucement avec quelques petits mots, quelques petits questionnements. Voilà, des toutes petites questions. Vous voyez,
c'est différent, une différente approche, je pense. On va écouter deux patients dans quelques instants. Avant cela, a-t-on fait le tour, Perrine, de votre présentation? Des dernières choses à ajouter? Je crois que j'ai pas... Alors, regarde. Voilà. Je vais laisser faire, je suis pas douée avec ce truc. Vers l'avant, vers l'arrière. Oui, mais... Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez affiché? Tout à l'heure, j'évoquais l'auto-évaluation du confort corporel, l'auto-évaluation du confort au niveau des pensées, du cognitif. Et on va parler également, bien sûr, du langage des émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui vient à nous. Et parfois, on en est un peu gêné parfois, ou c'est quelque chose qui peut prendre parfois de la place. En art-thérapie, bienvenue aux émotions, où elles sont accueillies telles qu'elles arrivent. Et l'idée, c'est de se sentir aussi entendu dans ce qui nous traverse de manière émotionnelle. Une patiente écrivait en début d'atelier, je me sens triste, anxieuse, je me sens mélancolique, fragile, et je me sens seule. Et en fin d'atelier, j'ai le cœur léger, je me sens bien. Voilà, il y a quelque chose, on parlait d'initiation, d'initier quelque chose, il y a un mouvement qui se fait. Et il y a aussi un mouvement entre les ateliers qui est intéressant. Il m'arrive parfois d'écouter des patients qui reviennent et qui disent « Pendant le mois passé, j'ai pensé à… » Ah tiens, il y a quelque chose qui se passe aussi entre les séances. Entre les séances, il y a du lien entre chaque séance. On va écouter, vous allez donner le micro sur votre gauche à Valérie. Bonjour Valérie, vous avez 56 ans, vous êtes originaire de Saint-Omer, vous êtes installée à Villeneuve-d'Ascq, infirmière de profession, vous êtes atteinte de la maladie de Sjögren, une maladie auto-immune détectée en juillet 2022 sur un ulcère à l'œil, maladie associée à une fibromyalgie oculaire, qui atteint donc les glandes lacrymales et oculaires, c'est bien ça. Et vous, très concrètement, vous avez apporté quelque chose dans votre sac. Montrez-nous cela. Alors, je vais faire comment je vais le sortir. Je vais vous présenter mon arbre de vie, dont je suis fière. Un arbre de vie dont vous êtes fière. Un arbre de vie que j'ai réalisé à la session dernière avec Perrine, en fait, et qui maintenant, vous m'entendez? On va mettre le micro bien contre le manteau, puis appuyer un peu la voix, comme ça on est pris également par l'enregistrement vidéo. Arbre de vie, tout le monde a entendu, et qui maintenant est devenu un peu mon ancrage au quotidien. En fait, cet arbre de vie, il a été réalisé sur 2 ateliers différents, avec le premier atelier au niveau de la thématique qui était autour de mes racines et de mon existence, d'où je viens, quelles sont mes racines qui me permettent de tenir debout, de vivre. Et au deuxième atelier, en fait, quels fruits cet arbre de vie me donne encore aujourd'hui, quelles sont mes ressources, mes envies, mes saveurs. Et cet arbre de vie me représente tout à fait, en fait. Là, au niveau du tronc, ça me représente moi. Je suis quelqu'un d'assez rigide, mais avec un entourage, on me dit que je suis un gros nounours sous cet aspect assez rigide. Et au niveau, j'ai choisi en fait cette branche. Et sur chaque branche sont représentées chaque personne qui m'ont aidé à devenir ce que je suis et qui m'accompagnent maintenant au quotidien dans la maladie. Et je les remercie éternellement parce qu'en fait, vivre une maladie auto-immune, c'est pas évident. Et cet arbre de vie, je l'ai installé au niveau de mon bureau et tous les jours, je passe devant en me disant « j'ai la chance d'être accompagnée, j'ai la chance d'avoir eu des gens qui ont fait que je suis là aujourd'hui. » Et vous êtes fiers, vous disiez, de nous présenter aujourd'hui. On a bien vérifié que vous, en discutant ensemble pour préparer cette intervention, vous êtes vraiment fiers de nous présenter. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, très fière de présenter ça. Ça a été un travail et je remercie Perrine du fond du cœur parce que au travers de l'art-thérapie, c'est vraiment la seule thérapie qui m'a permise de déposer des choses lourdes que je portais, que je traînais derrière moi, qui m'empêchaient d'avancer aussi dans la maladie, d'accepter la maladie. Et vraiment, il faut qu'on enlève cette idée, on revient un peu de « je ne sais pas dessiner, je ne sais pas », ça n'a absolument rien à voir. Je ne savais pas et regardez. Vous pouvez le regarder, je suis fière. Derrière cet arbre de vie, ce qu'il faut retenir également, c'est que dans l'art-thérapie, tout ne passe pas par la verbalisation. Non, ça. voilà. On s'exprime Voilà. pas forcément avec les mots. Voilà, tout à fait. C'est totalement différent d'une autre thérapie qu'on peut avoir.
Et en fait, Perrine nous donne des thématiques au départ, comme disait tout à l'heure Myriam, nous donne des thématiques et nous donne plein de choses pour s'exprimer. Ça peut être de la peinture, ça peut être du collage, ça peut être réalisé, on a différentes matières, on a différents éléments, ça peut être de la laine, ça peut être n'importe quoi, et elle nous dépose en fait la thématique, elle nous accompagne, mais c'est pas elle qui fait le travail, c'est nous qui déposons, et quand quelquefois on rencontre des difficultés parce que quelquefois la thématique est un peu lourde, elle nous fait ressortir et penser à des choses, elle est là pour nous accompagner, nous soutenir, nous donner un petit coup de pouce et nous aider à réaliser un petit peu. Docteur, un commentaire sur cette œuvre, de l'importance de travailler sur les leviers, les ressources. Exactement, oui, c'est vraiment le message que j'allais dire. Ce qui est intéressant, je trouve, là, c'est de se dire que, vous voyez, on va activer des ressources, on en a tous en fait, hein, quelles qu'elles soient. Alors, des fois, elles sont un peu enfouies sous, effectivement, des symptômes, des difficultés, la vie qui fait que c'est parfois plus ou moins difficile, mais vous voyez, cet arbre de vie, c'est 2 séances, finalement, de quand même 5 heures à chaque fois, donc 10 heures au total, où on va un petit peu revenir sur tout ce que l'on est soi-même, c'est-à-dire ce qui nous a formé, fondé, je dirais, presque forgé, ouais, exactement. Et donc c'est nos racines, c'est notre base, et on va chercher du coup ce qui est à récupérer là-dedans. Alors parfois il y a des choses qui ne sont pas à récupérer, mais qu'importe. Et puis petit à petit, on a par exemple un tronc, c'est ce qui nous définit. On a tous une personnalité, on a tous des caractéristiques qui nous sont propres. Et comme disait Perrine, aucune émotion n'est à négliger là-dedans. Toutes les émotions sont à accueillir, il n'y a pas de mauvaises émotions. Pixar a très bien fait ça dans Vice Versa d'ailleurs, mais en tout cas c'est se dire que finalement toute émotion est bonne à prendre, et puis on a du coup tout ce qui est autour de la maladie. Vous voyez, Valérie, elle a parlé de la maladie, mais elle a aussi parlé de j'ai déposé des choses qui étaient là depuis des années. Elle est diagnostiquée depuis 2022, je crois, Valérie, et elle est revenue en arrière sur des choses qui étaient bien plus antérieures à ça. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, on ne va pas que se consacrer aussi à la maladie, on va travailler, Perrine va accompagner tout en douceur, tout doucement, par des petits questionnements, des petites choses, et puis petit à petit, comme ça, on va aussi se renforcer soi-même, travailler toujours ce qui est, moi je pense, vraiment important, que ce soit dans les ateliers d'éducation thérapeutique, que ce soit dans l'art-thérapie, dans la musicothérapie, dans la yoga-thérapie, dans la danse d'expression, enfin peu importe ce qu'on choisit, c'est l'idée de se dire qu'on est capable en fait, et qu'on va aller de l'avant, qu'on va se renforcer dans ce qu'on est. Voilà, c'est vraiment ça, je trouve, le gros message de ce qu'a fait Valérie. Il y a cet arbre de vie à dominante bleue et bleu turquoise comme votre tenue du jour, chère Valérie. Assortie, exactement. Deuxième patiente qui est avec nous cet après-midi, Dina. Ici, on va lui approcher le micro. Bonjour Dina, merci d'être venue nous voir. Vous avez 31 ans, vous êtes originaire de Los, dans la région lilloise. Vous êtes juriste à la mairie de Lille, atteinte d'un lupus cutanéo-articulaire, une maladie auto-immune qui génère des douleurs au niveau des articulations, qui atteint la peau. Cette maladie a été déclarée il y a 5 ans. Vous aviez 26 ans, 25 ans à l'époque. Et c'est donc le CHU de Lille qui vous a informé de l'existence de ces ateliers auxquels vous avez participé l'an passé, en 2024, de janvier à juin 2024, à raison, donc on l'a compris, d'un atelier par mois. Qu'est-ce que vous avez appris à l'occasion de ces ateliers? J'ai appris beaucoup de choses, mais en partie, moi je suis une personne, et je pense que tout le monde est concerné, et d'autant plus quand on est malade, on est un peu pris par le tourbillon de la vie. On est dans une société où tout doit aller vite, on est très stressé, on peut être anxieux, la maladie, ça déprime aussi. Et le fait d'assister à ces... Vous pouvez envoyer comment Comme ça, c'est bon? Envoyer, comme on dit. Ok. Et le fait d'assister à ces ateliers d'art-thérapie, ça permet de prendre un temps pour soi, en fait. De prendre un rendez-vous avec soi-même. Oui, c'est ça. Prendre des rendez-vous avec les autres, mais rarement avec soi-même. C'est l'objectif de ces ateliers, c'est un peu ça. C'est totalement ça. Moi, je me suis autorisée à prendre du temps pour moi, et c'est du temps précieux, en fait. Du temps précieux. Et deuxième bon effet, vous avez renoué avec votre créativité. Oui, totalement. C'est vrai que l'art plastique, moi, j'en ai pas fait depuis le collège.
Donc là, le fait d'assister à ces ateliers-là, on fait de la peinture, du découpage, du collage, on chante aussi. Il y a pas mal de choses qui ont été faites et qui sont vraiment plaisantes. Ça permet, comme vous dites, de renouer avec sa créativité et de trouver un hobby en fait. Et avec un atelier qui vous a particulièrement plu, organisé donc toujours par Perrine, autour de la méditation. Racontez-nous ça. Alors Perrine, dans le cadre d'un atelier, nous avait demandé de méditer en fait sur un endroit dans lequel on se sent en sécurité, on se sent apaisé. Et donc en méditant sur cet endroit-là, il fallait ensuite faire une œuvre qui représente cet endroit-là. Donc moi, pour le coup, j'ai ramené ma petite œuvre. Donc en fait, moi, je me suis sentie en sécurité dans le Sahara, avec une petite tente au Sahara, oui, en fait. Voilà. Voilà votre endroit où vous vous sentez en sécurité, au milieu du désert. Très bien. Au final, vous allez apporter autre chose? Non. Voilà votre œuvre à vous. Au final, il y a la Dina d'avant et la Dina d'après ces ateliers. Oui, totalement, on peut dire ça, parce que, comme je l'ai dit, moi j'avais tendance un petit peu à subir ma vie. C'était un peu le métro boulot dodo. Et là, le fait d'assister à ces ateliers-là, on se dit non, en fait, il faut savoir s'accorder du temps, se donner du temps à soi. Et j'ai tellement apprécié ces ateliers-là que j'ai acheté du matériel de peinture. Super. Et j'ai pas encore commencé, mais je prévois déjà. C'est déjà. Il y a une étape de franchie. Et donc de commencer un petit peu à peindre. Donc vous lancez dans la peinture, est-ce que ça veut dire, je ne sais pas si le terme va être approprié, mais s'auto-coacher, ou est-ce qu'au contraire vous voulez vous en redemander, vous voulez entamer une saison d'ateliers, vous occupez de vous-même, vous demandez à Valérie, vous en redemandez des ateliers, ou est-ce que... Alors moi j'ai la chance d'avoir réintégré la session là, actuelle. Donc saison 2 pour vous. Saison 2 pour moi. Et Tina? Alors moi je vais pour l'instant en tout cas plus partir sur de l'auto-coaching, mais c'est pas faute de ne pas vouloir faire ces ateliers-là, c'est juste que par contrainte professionnelle je ne veux pas y assister. Alors on va... Allez-y, vous pouvez compléter... Et peut-être l'idée générale là, c'est de se dire que finalement, c'est trouver ce qui vous convient. C'est peut-être un peu ça le message. Alors là, il peut y avoir de l'art-thérapie, mais Perrine, par exemple, effectivement, elle peut utiliser le chant. Et on sait que la musique aussi, ça peut être un moyen d'exprimer des émotions. Moi j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. C'est un moyen de se raconter aussi. De se connaître. De se connaître, de se raconter, de mieux se connaître aussi, d'exprimer. On peut citer par exemple le coloriage, c'est bien connu maintenant, c'est tout bête, mais c'est pas pour rien qu'il y a autant de livres de coloriage qui se vendent, parce que le coloriage c'est aussi une manière de méditer. On se pose, on prend enfin un temps pour soi, comme disait Dina, en fait, si on réfléchit, on ne prend jamais véritablement du temps pour soi, pour se faire du bien. On peut avoir de la danse. Alors, il y a des ateliers de danse expressive. Pareil, on n'est pas obligé d'être danseur ou d'avoir fait de la danse plus jeune pour juste s'amuser à danser avec un groupe de personnes qui sont là simplement dans l'idée de se faire du bien. Et donc, le message, je pense, de ça, c'est de se dire, finalement, expérimenter, oser, c'est toujours pareil. Finalement, ça met en mouvement, ça peut-être permet de prendre un peu de distance avec cette maladie, avec les symptômes qui sont toujours là, avec le quotidien qui est un peu alourdi, en plus avec cette fatigue qui est présente, avec ces difficultés, avec le retentissement que peut avoir une maladie dans les différentes sphères. Et ce petit temps pour soi, c'est vrai que je pense que c'est quand même indispensable, qu'on soit malade ou pas d'ailleurs, je pense que c'est adaptable à quelle que soit notre situation. Et on le fait probablement insuffisamment, je pense, c'est un peu ça le message. Le fameux rendez-vous avec soi-même. D'autres questions à Dina, vous allez compléter s'il était besoin. Je m'apprête à suivre une séance d'art-thérapie, mais je suis nul en art plastique, je ne sais pas dessiner. Pas besoin de savoir dessiner, vous me disiez, pas besoin d'être un artiste. Non, du tout. L'art-thérapie, peu importe son niveau artistique, vous êtes les bienvenus. Moi, j'ai pas un niveau artistique grandiose, mais en fait, c'est vraiment plus se focaliser sur soi, se donner du temps et faire quelque chose qu'on aime. Valérie disait qu'elle aime beaucoup son art, c'est le plus important finalement. C'est effectivement le plus important. Et autre chose importante,
que c'était souligné, c'est chacun bosse pour soi-même, mais il y a des liens qui se créent entre les participants. Oui, totalement. Il y a des liens qui se créent. Nous, en tout cas, je parle pour ma session, on a été très bien encadrés par Bérine, mais on était aussi un très bon groupe. Et j'ai eu beaucoup d'affection, d'attache pour Valérie. Ça a été une très belle rencontre et je pense qu'on peut faire de très belles rencontres dans le cadre de ces ateliers-là. Vous pouvez répondre, Valérie. Ça a été exactement la même chose. C'est vrai que le groupe, c'était un excellent groupe. Ça nous permet aussi d'échanger, de nous poser, d'écouter l'autre au travers de sa maladie. Et c'est vrai que Tina, c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup approché, que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, on garde le contact, en fait. Garder le contact au-delà des séances. Perrine, on a parlé de l'enchaînement de ces séances, une séance par mois. Vous venez de dire qu'il y avait du lien entre chaque séance, mais quand la série est terminée, on emporte des choses avec soi et c'est pas fini. C'est pas fini et souvent le temps de se dire au revoir pour bien terminer le programme d'art-thérapie est très important, tout comme le temps de météo de départ, comment je me sens ici maintenant. À la fin, c'est comment, voilà, qu'est-ce qui a bougé en moi, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai perçu, qu'est-ce qui a été mobilisé dans les ressources, dans les saveurs, dans mes sens, dans le confort que je peux avoir à l'intérieur de moi. Et voilà, et l'art-thérapie, peut-être pour terminer sur ce sujet-là, c'est vraiment voilà, un temps, et ça a été dit plusieurs fois, un temps pour s'autoriser, pour oser, un temps pour se poser et déposer, un temps pour se ressourcer, peut-être pour respirer à un moment donné. Il y a beaucoup de silence dans les séances, et les silences peuvent être aussi à un moment donné, tiens, qu'est-ce qui résonne en moi de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce qui me fait du bien. Et de laisser cette place-là, à un moment donné, dans sa vie, c'est très précieux. C'est très précieux, évidemment, de s'occuper de soi au moins le temps d'une séance. La mesure de l'efficacité, est-ce que ça se mesure? Comment on sait si les séances sont efficaces? Ben, c'est pour ça qu'on travaille sur des auto-évaluations de début et de montrer, fin. On va retrouver l'image, si vous allez... Alors je fais ou vous faites? Très bien. Voilà, tranquillement on retrouve les images. Voilà. C'est ça. L'auto-évaluation, qu'est-ce qu'on a là? Il y a à gauche et à droite. À gauche, mon corps en début d'atelier. Je propose à la personne de choisir une couleur qui définit la zone la plus confortable. Là, c'est bleu. La zone la moins confortable, c'est le rouge. En début d'atelier à gauche, vous voyez qu'il y a beaucoup de zones rouges, beaucoup de zones peu confortables. Et en fin d'atelier, on voit que les zones les moins confortables ne sont plus là, ou en tout cas ne sont plus perçues telles qu'elles étaient perçues au début des ateliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui s'est mobilisé peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu ancrer un petit peu plus de confort, qui peut permettre à la personne de percevoir autrement comment elle se sent ici et maintenant? Voilà, il y a quelque chose qui bouge en tout cas, quelque chose qui bouge dans je m'écoute, j'écoute ce qui se passe en moi, je ressens, j'accueille ces ressentis, j'accueille ces émotions, j'accueille le flot de mes pensées qui peut-être peut ralentir un petit peu. Je travaille aussi sur l'affirmation de moi, qui suis-je, l'estime de soi, quelle est ma valeur, quelles sont mes valeurs, et la confiance en soi. Voilà, quand tout ça c'est mis au travail, ben, il y a quelque chose qui se mobilise. Vous avez noté, mesdames, messieurs, Perrine emploie les termes de zone confort ou moins confort et jamais le mot douleur, visiblement. Rarement. Reprenez le micro. Voilà, rarement. En art-thérapie, on va regarder ce qui est confortable. Oui, bien sûr, s'il y a de l'inconfort, on l'écoute et il est là. Mais on va regarder comment on peut rendre la zone la plus confortable encore plus, encore mieux, encore plus confortable. Et en ça, voilà, la douleur, alors oui, ok, elle est là, mais on peut voir que ça peut évoluer, ça peut bouger. Là, c'est intéressant aussi, vous voyez, on ne va pas attaquer, presque, c'est pas comme une consultation médicale, où on va se concentrer sur ce qui ne va pas, parce que c'est vrai que c'est le principe quand même quand on va voir le médecin, c'est qu'est-ce qui va pas, et allez, on se concentre sur finalement ce qui va pas et on va travailler que sur ça. Mais là, en fait, on fait l'inverse. Vous voyez, on va travailler sur tout ce qui va, on va comme le mettre en valeur et ça va permettre de faire diminuer finalement ce qui ne va pas. Et on le sait que dans la douleur, c'est indispensable de réussir justement à activer d'autres ressources pour
pouvoir enfin penser à autre chose, parce que la douleur, pour ceux qui sont concernés, elle est envahissante, c'est quelque chose, on le sait, au niveau cérébral, ça entraîne beaucoup de dégâts, ça entraîne des modifications véritablement des neurotransmetteurs, et donc il va falloir les réactiver un peu différemment. Et là, voyez, en se faisant du bien, en se faisant plaisir, ben, en fait, probablement qu'on agit sur le centre de la douleur. Peut-être Valérie aussi pour en témoigner. Dans les ateliers, est-ce qu'elle a un ressenti un peu différent? C'est vrai que quand on arrive au départ avec nos douleurs et qu'on travaille au fur et à mesure sur les thématiques, on réalise des choses. Disons que on repousse la douleur. Elle est présente, mais elle ne prend plus autant de place en fait que quand on est arrivé. C'est un peu le sentiment. Je partage ton avis. Dernier mot, docteur, sur peut-être les hormones qui sont activées, dit-on, hormones de stress, hormones de plaisir. Un petit topo là-dessus. Ben exactement, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de se dire, quand on est atteint du coup d'une maladie rare ou d'une maladie chronique, on sait qu'il y a, et les études le prouvent, malheureusement, des taux élevés d'anxiété, des taux élevés de dépression qui peuvent être réactionnels, c'est-à-dire liés simplement à la gestion de cette maladie qui est complexe, aux symptômes qui sont complexes, aux allers-retours du coup vers les médecins, à ce qu'on disait au départ, l'estime de soi qui quand même va en prendre un sacré coup. Et donc au niveau cérébral, il va se passer des choses. La dépression existe, c'est-à-dire si on faisait des imageries dynamiques pour voir un peu ce qui se passait au niveau cérébral, on se rend compte qu'il y a des zones qui sont vraiment complètement mises en bas bruit et d'autres qui sont au contraire bien plus activées. C'est aussi le principe quand on a des douleurs chroniques. Et ce qui est sûr, c'est que des thérapies comme celle-ci, en dehors de tous les médicaments, on n'est pas en train de parler justement de prise de traitement antidouleur qui fonctionneront probablement, mais là on est dans l'idée de s'accompagner pour justement réussir à sécréter d'autres hormones, des hormones justement du plaisir, diminuer les taux de cortisol qui sont les hormones du stress, pour amener du coup à un état quand même de bien-être, un ressenti qui sera différent. Perrine, elle n'a pas travaillé frontalement sur la zone inconfortable, elle n'a pas donné de médicaments, il n'y a pas eu d'administration de perfusion pour que ça aille mieux. Et pourtant, elle a fait par exemple travailler sur un arbre de vie, la personne s'est renforcée, s'est dit oh là là, voilà tout ce que j'ai accompli, voilà tout ce que j'ai fait, tiens, je laisse ça de côté, j'en parle plus. Et bien à la fin, bizarrement quand même, on voit que la zone est peut-être moins colorée. Elle est toujours là, la zone bleue, très probablement, comme disait Valérie, mais elle a été un peu mise à distance. Voilà, on n'est plus défini que par ça. On se définit aussi par autre chose. L'une de nos marraines, mesdames, messieurs, participe à cette table ronde. Rebonjour Camille Maca, vous étiez à l'inauguration de notre événement. Vous animez également un stand qui est très bien placé ici dans notre espace événementiel. Vous êtes originaire de Paris, vous avez 24 ans, vous êtes médecin interne en génétique médicale. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Join in Fight, qui veut dire, car en anglais vous traduit vous-même, hein, Join in Fight, dessine-moi, dessine ton combat, une association qui sensibilise au handicap invisible grâce à l'art. Vous utilisez donc l'art pour communiquer, et pas seulement avec les patients, avec d'autres populations. Exactement. Pour le coup, nous on utilise l'art pour la question de la sensibilisation et de l'information. Je vais vous ramener quelques petits exemples. Ça, par exemple, c'est notre livret sur justement la douleur chronique. On peut le faire passer. On peut le faire passer bien sur sûr, la disposition. bien sûr. Livret, l'auriez-vous deviné, mes douleurs chroniques sont un handicap invisible. Je vous laisse commenter, puis on peut faire circuler. En fait, c'est vrai que moi, je vis avec des douleurs chroniques maintenant depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait 8 ans. Et la difficulté que j'ai eue dans mon parcours, c'est beaucoup de faire comprendre ce que je vis, parce que forcément, ça ne se voit pas. Et donc, forcément, on peut avoir tendance à minimiser, ou en tout cas à ne pas se rendre compte de l'impact que ça a. Et c'est vrai que moi, représenter ce que je ressens, parce que la fille que vous voyez, bon, c'est pas moi, mais moi, ce que je ressens au quotidien, c'est des brûlures. C'est vrai que pouvoir l'exprimer, le mettre en avant, en lumière, ça permet à l'entourage proche et moins proche de le comprendre.
Donc c'est vraiment quelque chose sur quoi on travaille beaucoup avec l'association. Ça, c'est un livret parmi tant d'autres. On en a un aussi, par exemple, sur les maladies rares. Vous pouvez commenter, on a mis en image les différents livrets. Exactement, et ils sont aussi disponibles là-bas, vous pouvez les prendre sans souci. Par exemple, ça c'est celui qu'on avait fait sur les maladies rares, qui en fait à chaque fois c'est inspiré d'un témoignage d'une personne concernée. Là c'est une jeune fille que je connais qui fait médecine, qui a une dermatomyosite, donc on a quand même été auto-inflammatoire. Et donc voilà, à chaque fois c'est obligé, c'est de montrer ce que la personne ressent, vit, et d'apporter à côté des informations médicales parce qu'en fait, les deux se regroupent toujours, notre vécu et ce que montrent les études, notamment la modulation de la douleur, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Là, on l'avait fait avec la plateforme d'expertise du CHU de Bordeaux. On essaye toujours de travailler en accord avec les professionnels, en collaboration avec eux, pour à la fois informer les proches, c'est important, pour avoir un entourage familial qui est soutenant, mais aussi dans le monde professionnel. Vous voyez en bas, ce sont des cadres qu'on installe dans les entreprises notamment pour aussi faire comprendre au travail ce qu'on vit parce que comme vous disiez, on court un peu partout et parfois au travail, les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte. Moi par exemple, je suis interne, être interne avec un handicap, c'est quand même un sacré défi. Et donc c'est pas facile de faire comprendre et c'est vrai que le dessin peut aider à passer par ça. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur ça et aussi avec les professionnels de santé, moi-même en tant que professionnel, mais aussi dans les congrès, on essaye de sensibiliser pour montrer ce que nous on vit, parce qu'il y en a qui sont très ouverts à cette thématique, comme ceux qui nous ont invités aujourd'hui, mais il y a parfois certains professionnels qui ont un peu plus de mal à s'ouvrir à justement tout ce qui est non médicamenteux, prise en compte des mots invisibles, et donc nous, avec l'association, on essaie de travailler sur ça. Donc vous communiquez vers les patients, vers les aidants et les professionnels. Il faut comprendre trois termes un petit peu business, trois cibles, c'est ça, on va dire plutôt que moi, l'association, la façon dont je l'ai construite, c'est d'essayer de... j'aimais beaucoup l'image de la porte, c'est d'essayer d'établir un lien. Moi, j'ai souvent eu l'impression dans mon parcours de me sentir un peu écartelée entre ma partie professionnelle et ma partie patient, parce que quand je suis patiente, je suis un peu trop professionnelle pour les médecins, et quand je suis professionnelle, je suis un peu trop patiente aussi, parce que on ne peut pas se séparer. Et c'est vrai que voilà, avec l'association, ce fait de créer un lien, notamment par le thème de l'art, parce que comme je disais, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, il n'y a pas besoin, on sent, on ressent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a fait beaucoup bien personnellement dans mon acceptation de la maladie. Mais aussi autour de moi, souvent, j'aime bien quand on fait des événements comme ça, où on installe l'exposition, c'est d'entendre des patients dire « Ah oui, eux aussi ressentent comme moi ». En fait, c'est vraiment de ne pas se sentir seul et aussi aux proches de dire vos proches, ils ne sont pas seuls, vous aussi, on est là. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de créer le lien et justement, plutôt de voir trois groupes distincts. Moi, j'ai un groupe entier avec des points différents à prendre en compte. Vous avez des retours précis de ce que vous dites, ces trois types de population? Oui, bien sûr. Les patients, c'est vraiment la lutte contre la solitude, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Moi, je dessine beaucoup et en fait, j'ai fait des BD de différents parcours autour de la fatigue chronique, de la douleur, des troubles psychiques. Et ça, vraiment, le retour des patients, c'est souvent, déjà, ça me fait du bien de me sentir représentée et de voir ce que moi, je traverse. Et ça ancre aussi une réalité parfois difficile à appréhender. Moi, c'est vrai que, par exemple, pour vivre avec des douleurs neuropathiques, la lésion ne se voit pas, la lésion, elle est microscopique, et pourtant, c'est une lésion qui vraiment m'handicape au quotidien, et c'est difficile à appréhender, et même pour soi. Donc, le représenter, ça aide beaucoup. Au niveau des proches aidants, moi, je sais qu'il y a vraiment ce côté de dire « je comprends mieux ce que mon proche vit ». Beaucoup de patients les envoient à leurs proches, offrent les livrets, justement dans ce but-là d'avoir plus de compréhension et pour raconter une histoire qui m'est personnelle. Moi, ma famille a souvent été au début très dans la négation de ce que je vivais, faites plus d'efforts, etc. Et quand mon grand-père, qui a pourtant 88 ans, est venu à l'exposition, un jour que je venais, que j'avais le sourire à la maison, il m'a dit « Comment tu vas ?» J'ai dit « Ouais, ça va ». Il m'a dit « Oui, je sais maintenant, avec tes dessins, même si tu souris, c'est pas forcément que tu vas bien. » Donc voilà, ça apprend et ça aide aux gens à comprendre. Et au niveau des professionnels, je pense que vraiment c'est
le fait de travailler sur l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose qui aujourd'hui se développe beaucoup, la paire aidance. Et nous, on est toujours ravis de collaborer avec les professionnels, et les professionnels nous disent souvent que ça fait plaisir aussi d'avoir des associations, des patients qui sont là pour aider et instaurer un élan de positivité auprès des autres. Parce que en tant que patient, moi je suis patiente partenaire, je me suis formée à l'éducation thérapeutique. Le but c'est d'apporter du positif parce que la maladie elle est là, le handicap il est là, il est chronique, il est irréversible dans certains cas comme le mien. Et pourtant, on vit, on continue à vivre ces messages-là qu'on veut porter. Un mot sur votre association, donc on a compris que vous aviez un stand ici, comment on a accès à vous? Grâce à notre site internet www.yourfight.org. En fait, les livrets ils sont accessibles gratuitement, ils peuvent être partagés par les patients, les aidants, même les professionnels dans les salles d'attente. Donc il est possible de nous contacter, de nous les demander, on travaille beaucoup sur ça. Et aussi on travaille en collaboration avec les hôpitaux, on a plusieurs partenariats, donc nous on essaye de se développer parce qu'on agit beaucoup autour de l'éducation thérapeutique, j'en profite pour vous montrer une petite chose. Ça, c'est un jeu de cartes sur les traitements de la douleur. C'est un jeu de cette famille qu'on a créé avec une équipe de l'hôpital Lariboisière. Nous, c'est justement ça qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'apporter l'art à l'hôpital pour faciliter le lien et la communication entre tous. Très bien. Dernière question dans quelques instants, encore une vingtaine de minutes ensemble. Mesdames et messieurs, vous aurez dans les dernières minutes de notre table ronde de l'occasion de évidemment poser des questions à nos invités. Et avant d'accueillir notre dernier invité, dernière question, Camille, j'ai dit en intro que vous étiez médecin. Comment vous intégrez en tant que professionnel, comment vous intégrez l'art dans votre pratique médicale? Vous avez une double casquette, je dirais. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'art pour expliquer. Je pense qu'il y a des choses assez compliquées et difficiles. Par exemple, moi, je fais de la génétique médicale et pour expliquer la transmission, l'ADN aux patients, parfois, c'est vraiment très abstrait. Donc, moi, ce que j'ai fait et ce que j'ai mis dans ma blouse, j'ai fait des petites cartes illustrées qui expliquent les différents mécanismes. Et comme ça, quand j'explique à un patient, je peux lui montrer ce que je vais faire et pourquoi je le fais. Et c'est vrai que ça permet d'amener un consentement libre et éclairé, je trouve. Parce que parfois, même moi, en tant que patiente, parfois, dit beaucoup de choses et je ne comprenais rien. Et c'est vrai que prendre le temps, même si parfois c'est compliqué, l'illustration ça permet d'aller vite à l'essentiel aussi. Donc moi c'est quelque chose que j'essaye d'amener à la fois dans mon métier pour accompagner les patients et aussi auprès de mes collègues pour essayer, forcément moi-même en tant que patiente ça me tient beaucoup à cœur le fait d'informer correctement ceux que je peux prendre en charge. La pédagogie à tous les étages. Exactement. Très bien, merci Camille. Cliff Chan est avec nous, mesdames, messieurs. Bonjour, bonjour Cliff. Vous êtes né le 15 juin 1993 à Lille. Vous y avez grandi. Vous êtes devenu artiste en 2018, il y a environ 6-7 ans. Donc vous avez commencé par la photographie. Vous évoluez maintenant vers des pratiques plus plurielles et plastiques. Vous êtes atteint d'une maladie génétique de naissance qui s'appelle l'ostéogénèse imparfaite ou la maladie des os de verre. Maladie qui, vous savez, affecte le collagène et les os, les rend très fragiles. Si vous avez des références cinématographiques, on parle de cette maladie dans le film Incassable avec Bruce Willis. Votre parcours n'a pas été facile avec de nombreuses fractures, surtout au niveau des jambes, de nombreux séjours à l'hôpital. Un mot sur votre parcours scolaire, à commencer par l'école spécialisée, collège. Racontez-nous votre enfance entourée d'une super famille. C'est ça, tout à fait. Effectivement, déjà, contrairement aux patients ici présents, moi je suis né avec cette maladie, je l'ai découvert dès la naissance, donc effectivement, on est déjà dans une case différente de redécouvrir un nouvel état, etc. Donc le parcours, il est, j'ai envie de dire qu'il est presque classique pour une personne atteinte de ce genre de maladie, mais c'est une école spécialisée, surtout en primaire. Donc là, c'est une école avec une population que de personnes en situation de handicap. Et heureusement, au collège, j'ai intégré un collège qui me permettait d'avoir à peu près 30% d'élèves en situation de handicap et 70% d'élèves en situation valide, et ce qui a permis une sorte
d'ouverture vers autre chose que la maladie, que des séjours en hôpitaux, que de la rééducation, et s'enfermer aussi dans une vision et un milieu, parce qu'en fait quand on rentre à la maison avec sa famille et qu'en fait on voit des gens valides, on va dire normaux, en tout cas quand on est jeune, personne n'est normal, mais tout le monde l'est. Mais quand on est jeune, voilà, en fait, on voit qu'il y a autre chose qui existe et on a aussi envie de ça. Et heureusement, comme j'ai eu la chance d'aller au collège du Trio, donc à Villeneuve, vous peut-être connaître, ça m'a permis aussi de m'entourer de personnes valides et de voir aussi justement d'autres parcours, de décider aussi de savoir si j'avais, enfin, de pouvoir m'intégrer personnellement. En plus à l'adolescence on se construit en tant qu'individu, donc c'était hyper important, hyper fondateur, et comme vous disiez, ma famille a été toujours dans la justesse avec ma maladie, sans me couver trop, mais sans non plus la négliger, quoi. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce parcours-là. Il y a vous disiez à demi-mot, une forme de croisée des chemins à un moment. C'est la période collège, hein, où voilà, vous croisez des chemins, soit je reste dans le milieu des personnes associées en handicap, soit je m'ouvre, comme vous disiez, donc vous avez choisi la voie de l'ouverture, et à un moment donné vous découvrez la photographie. C'est ça, tout à fait. Alors, pour aller un peu plus vite, mais oui, effectivement, j'ai choisi de m'ouvrir et de m'intégrer plus, parce qu'on sait qu'effectivement, quand on est avec un handicap, une maladie, du coup, là, on ne parle pas de handicap invisible, là, du coup, qui est visible, donc il y a d'autres stigmates, on est stigmatisé autrement, par le regard extérieur, etc. Donc, du coup, aussi, on a envie d'exister, comme je disais, en tant qu'adolescent, et un petit peu après, j'ai découvert la photographie un petit peu tard, après les études, parce que j'ai intégré un petit peu avant, donc j'ai mon baccalauréat, et j'ai un petit peu erré professionnellement, en constatant aussi que le milieu professionnel, il invisibilise aussi les personnes en situation de handicap visible, puisque là, il y a vraiment un côté très représentatif, donc du coup, on les met en bac, hein, en arrière, les personnes en dans le plan professionnel, ils ne sont pas en contact avec le client, en back-office, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, après ces constats, j'ai commencé la photographie aussi personnellement, et je me suis dit que j'avais envie aussi d'aller un peu au bout, de suivre un chemin moins classique, de toute façon avec ce parcours déjà atypique de vie. Un parcours qui se poursuit donc à partir de 2014 à Saint-Luc en Belgique, l'école de photographie, hein, c'est ça, vous êtes diplômé de Saint-Luc? Tout à fait, alors c'est une école à tourner en Belgique artistique, donc il y a plusieurs pratiques. Moi c'était photographie et image animée, et c'était c'est un parcours hyper intéressant, hyper enrichissant, puisque là on parle vraiment d'expression et de découvrir l'art et l'art contemporain, c'est-à-dire de manières de s'exprimer totalement différentes, parfois alambiquées quand on n'est pas éduqué à ce genre de langage. Et puis, au travers de ma pratique qui a évolué, si on peut faire un retour vers la maladie, j'ai toujours voulu m'intégrer avec des personnes valides en écartant le milieu médical, comme je l'ai un petit peu expliqué succinctement. Mais c'est vrai que quand on commence une pratique artistique vers la voie professionnelle, puisque j'étais en études, mais je savais déjà que j'avais envie d'en faire mon métier, on s'interroge beaucoup sur soi et comment s'exprimer au mieux, se démarquer, entre guillemets, ou en tout cas s'exprimer plus justement. Et on fait aussi une introspection sur son identité. Et là où, pendant l'adolescence, j'ai un petit peu rejeté ce côté médical, ce côté de ne pas exister que par la vision du handicap et de la maladie,
en troisième année d'études, donc la dernière, je me suis dit que c'est justement cette singularité-là qui a fait qui a fabriqué la vision que j'avais, qui m'a permis de prendre ces clichés de la manière dont je les ai prises, que ça soit physique avec cette hauteur, mais aussi un peu plus loin, un peu plus conceptuel, parler d'identité, etc. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai compris l'importance aussi d'embrasser pleinement son identité pour créer autrement. On va regarder quelques-unes de vos photographies, vous allez nous dire ce qu'elle raconte de vous. C'est une forme de journal intime. Alors on a fait plusieurs vignettes. Alors c'est pas tout de suite en bas à gauche, mais les photos, est-ce qu'elles sont là, les photos? Voilà, plutôt ça d'abord pour commencer. Alors, ça ce sont des photographies de mes premiers projets, donc des projets diary, qui veulent tout simplement dire journaux intimes. Et c'est véritablement la manière dont j'ai construit ces images, donc pour raconter plutôt un vécu, mais au-delà de ça, de capturer aussi plus des sensations, comme vous parliez justement tout à l'heure, plutôt vraiment que des moments. Alors effectivement, ils sont mis en valeur plastiquement, évidemment, mais c'est surtout pour capturer ce qu'on ressent à ce moment-là. J'aime aussi beaucoup la pratique de l'autoportrait, si vous pouvez même revenir. L'autoportrait, je trouve qu'il est assez juste dans la manière de comment on se voit avec ce handicap, du coup qu'on le découvre pas à la naissance ou qu'on le découvre plus tard. Comment on embrasse son identité avec cette nouvelle casquette, comment on s'accepte soi, parce que vous parliez de difficulté, de confiance en soi. Comment on fait quand on a un corps d'1m30 avec un petit peu déformé? Comment on fait, voilà. Est-ce que on s'accepte? Oui, non. Comment? Par quel langage ça passe? Parce que c'est aussi ça, la pratique artistique. Et du coup, j'aime beaucoup cet autoportrait qui date de l'année passée, puisque là, je me présente avec mon reflet, mais aussi avec mes radiographies, puisque ma maladie apparaissant, qui touche mes os, j'ai fait énormément de radio. Et donc je trouve que c'est une sorte de cliché intérieur-extérieur, de reflet de soi, qui est très juste, où on représente et le corps, mais aussi l'intérieur du corps et tout ce que ça implique en termes d'identité. La photographie Cliff, mais pas que, nouvelle direction artistique avec de la peinture cette fois. Donc un commentaire sur l'image en bas à gauche, regardez. Vers à d'autres médiums, notamment la peinture, mais aussi la vidéo, la performance. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai un peu atterri dans la peinture. Mais c'était aussi une manière d'exprimer justement ce nouveau langage, puisque là, les images que vous avez vues tout à l'heure, on pourrait dire qu'elles s'apparentent à de la photographie un peu traditionnelle. C'est des images, si je ne dis pas que je suis en situation de handicap, vous ne pouvez pas le deviner sauf certaines images. Et là, j'avais envie de plus utiliser mon handicap, plus parler de cette singularité de manière plus visible dans mes œuvres aussi, pour libérer certains messages, et notamment toucher à la peinture, un médium que je ne connais pas du tout, l'interroger aussi en tant que langage à part entière, grâce au fauteuil roulant, qui est un objet qui m'accompagne tous les jours, qui peut être assez anodin, mais qui peut être aussi vecteur de langage plastique. Et c'était un petit peu ce que j'avais envie d'essayer. Qu'est-ce que je peux développer comme langage visuel avec cet outil que je vois et là tous les jours. La question va être un petit peu cash, pardonnez-moi, Cliff. Est-ce que vous pouvez dire que votre art est une thérapie pour vous? C'est peut-être un peu fort comme thérapie dans votre cas. Effectivement, enfin fort, je ne sais pas, mais moi je ne le vois pas en tant que thérapie, puisque j'ai la chance de plutôt, étrangement, de bien vivre avec cette maladie, en tout cas de l'avoir acceptée pleinement dans mon identité. Et donc je pense que ça va au-delà de la thérapie, c'est même plutôt de l'expression de comment je peux être autre avec cette singularité
puisque maintenant c'est comme ça que je l'embrasse pleinement. En fait. Et l'art est donc devenu votre activité principale. Un mot sur votre actu des prochaines semaines, vos expos en 2025. Alors en 2025, en fin mars, j'ai une exposition avec le Rotary Club de Villeneuve-d'Ascq, donc dans la galerie 7 à Villeneuve-d'Ascq. Et en juin, j'organise une exposition personnelle dans l'atelier que je partage avec ma famille aussi, qui se trouve à Fives. Donc voilà. Très, très bien, on pourrait continuer à discuter longtemps avec nos invités. Notre table ronde touche à sa fin. Je vous demande d'applaudir une première fois.